Du coup, bonjour à tous, bienvenue sur la saison 2 du podcast de Wheel of Devs. Aujourd'hui, j'enregistre avec Laura, qui travaille chez Deezer. C'est Holberton qui m'a fait rencontrer Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Super cool. En vrai, le micro est complètement ouvert, tu peux parler plus que ça. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Bah, très bien, très bonne journée, toi. C'est cool. Moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Je suis un peu fatigué. Le fil rouge en tant que 45 minutes. Donc là, on va commencer par ton parcours. Yes. Est-ce que tu pourrais nous raconter, alors moi je sais déjà, mais est-ce que tu pourrais raconter comment tu as découvert le dev et comment tu y es arrivé? Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je suis développeuse, mais en reconversion professionnelle, ou en tout cas, je l'étais jusqu'il y a pas si longtemps que ça, parce que je sais pas à quel moment on peut dire qu'une reconversion est finie. Mais avant, j'étais artiste, j'étais danseuse et comédienne. Et ce qui se passe, c'est que ma carrière décollait pas trop, déjà à Paris, qui est quand même une ville de culture, donc bon, déjà, mauvais signe. Et ensuite, on est parti à San Francisco avec mon mari parce que lui-même, étant développeur, il a trouvé un job là-bas, donc j'ai décidé de le suivre. Et arrivant à San Francisco, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est une ville de tech. Il y a littéralement que ça là-bas, donc ça peut paraître un peu triste, mais c'est aussi assez intéressant parce que finalement, c'est l'endroit pour les développeurs, quoi. Et voyant que ma carrière artistique allait pas plus bouger que ça et qu'il fallait quand même que j'ai quelque chose pour vivre et tout, et quitte à avoir un job alimentaire, autant que ce soit intellectuellement intéressant plutôt que d'être, je sais pas, caissière comme j'ai pu être dans le passé ou quoi. Et j'ai rien contre le métier de caissier, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de temporaire. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre à coder parce que voilà, j'étais dans le bon mood, dans le bon endroit. Enfin voilà, encore une fois, San Francisco, ville de tech, j'étais très bien entourée pour commencer ça. Et j'y ai pris goût Est-ce très que vite. du coup, dans ta vie sociale, tu pouvais croiser des gens et leur poser des questions, leur dire j'ai appris ça en PHP, tu peux m'en expliquer? Est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais faire? Bah, alors déjà, avec mon mari, totalement. C'est même lui qui m'a vachement poussée dans cette voie-là. Et dès que je faisais des exercices à la maison ou quoi, je pouvais lui poser des questions, il m'aidait et tout ça. Donc après, j'avais accès à son réseau, à lui, donc ses Mhm. collègues de travail et tout ça. Pas mal de Français à San Francisco sont dans la tech. Voire je dirais même tous les Français à San Francisco sont dans la tech d'une manière ou d'une autre. Donc dès que tu vas à une soirée, que tu rencontres d'autres Français et tout ça, ça élargit ton réseau et tout. Donc oui, enfin, de l'aide à droite à gauche, Ouais. en veux-tu, en voilà. Parce que c'est plus facile d'apprendre la tech ou de découvrir la tech si t'as de la famille tech ou des proches dans la tech, etc. quand même. Bah, c'est plus facile dans la mesure où sinon tu sais pas forcément que ça existe, quoi. Enfin, moi, je voyais pas ça comme une option avant que ouais, des gens autour de moi me disent mais regarde, moi je fais un travail qui me passionne, c'est vraiment cool, je construis des trucs avec mes mains, enfin avec mes mains, avec mon ordi. C'est vraiment tangible comme travail et en même temps c'est intéressant intellectuellement parce que c'est comme faire des puzzles. Enfin, c'est vraiment ouais, du coup ça m'a donné cette curiosité, ouais. C'est parce que j'essaie d'imaginer, en fait, est-ce que c'est pertinent, parce que moi, par exemple, j'ai rencontré ma femme en école, du coup, dans la tech. Comment tu Mhm. fais pour rencontrer un dev quand t'es pas dans cet univers-là? À quel moment vos univers ils se sont croisés? Est-ce que c'est pertinent ou pas dans l'histoire? Ça peut être pertinent. Si vous voulez tout savoir, on s'est rencontrés sur Tinder. Donc vraiment, en fait, non, il y Bah avait donc dans la tech, aucun ça marche. moyen. Voilà, la tech a permis notre rencontre. Non, effectivement, ce qui est rigolo, c'est que on n'avait aucun cercle en commun quand on s'est rencontrés. Et je pense pas qu'on aurait pu se rencontrer autrement, ce qui est aussi un peu triste. Mais en même temps, c'est chouette de dire qu'avec les nouvelles technologies, justement, on peut sortir de son cercle et découvrir d'autres choses et avoir accès à un tout nouveau monde, quoi. C'est trop cool. Et de la même façon que lui, il a découvert le monde artistique qu'il connaissait pas du tout. Et est-ce que du coup, les gens qui t'ont accompagné enfin les gens qui t'ont pu poser cette question-là, est-ce qu'ils t'ont envoyé des messages positifs, tu sais, qui t'aident à vaincre le syndrome de l'imposteur, qui disent ah t'as déjà compris ça, c'est vachement bien. Enfin, moi j'ai eu ces messages-là quand j'étais tout jeune, tu vois, de proches. Je me demande si tu les as eus et ils t'ont aidé aussi. Alors de proches, pas particulièrement, parce que dans ma famille, il y a personne qui est vraiment féru de tech, donc ils savaient pas trop. Ils posaient plus de questions qu'autre chose parce qu'ils étaient vraiment curieux Mhm. de ce revirement. Mais par contre, autour de Valentin, donc mon mari, oui, il me voyait faire mes exercices toute seule, il me voyait être super motivée à coder de mon côté, à essayer de construire des petits sites internet, machin, et il me disait putain, c'est vachement bien. T'as l'air super motivé et tu t'apprends super vite, voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'Holberton. En fait, c'est le boss de Valentin à l'époque qui connaissait les fondateurs Sylvain et Julien, donc à San Francisco, qui est l'école, le premier campus de Holberton.
Et du coup, il m'a dit, bah, si tu veux approfondir et si tu penses que tu veux te lancer dans ce métier-là, regarde, il y a des portes ouvertes, vas-y, ça a l'air vraiment bien, c'est fondé par 2 Français que je connais, ça a l'air d'être un truc qui pourrait te correspondre. Et donc, j'y suis allée. Je suis allée aux portes ouvertes. Et effectivement, ouais, j'ai tout de suite accroché avec le programme. Et voilà, je suis entrée chez Holberton et le reste de l'histoire, voilà. Alors, du coup, Holberton, à quoi ressemble le programme à l'époque? Comment sont les gens chez Holberton? Est-ce que c'est un lieu physique? Est-ce que c'est en ligne? Alors, quand j'y suis entrée, Holberton, c'était qu'un campus à San Francisco, avec des classes qui sont nommées des cohortes, et il y en avait 3 par an. Donc, déjà, c'est assez cool. Tu peux rentrer en janvier, en juin ou en septembre. Du coup, moi, j'ai décidé d'entrer en janvier 2019. Et c'est un programme sans professeur. Donc, c'est que par projet. C'est-à-dire que c'est les élèves qui apprennent par eux-mêmes en faisant, en mettant les mains dans le cambouis. T'as un checker automatique qui check tout ce qui peut être checké automatiquement, parce qu'il y a beaucoup de parties du code qui peuvent être checkées automatiquement, et tout ce qui peut pas être checké et noté automatiquement, c'est review par tes pairs en fait. Donc on s'auto-review tous ensemble. C'est vraiment, ça permet aussi d'apprendre l'esprit d'équipe, ça permet d'apprendre à travailler à plusieurs. Enfin, c'est vraiment un chouette programme, et j'avais jamais vu ça avant dans un autre domaine. Et moi qui étais déjà un peu dans le milieu professionnel et tout, j'avais pas envie de me retaper des études trop académiques, surtout que quand j'étais au lycée et tout ça, j'ai énormément de mal à rester assise, écouter un prof sans rien faire, donc voilà. Mais du coup, tu vois, moi, quand j'étais en école d'ingé, il y avait 10 filles sur 100 étudiants. J'ai interviewé hier Marion qui me disait qu'au DUT, c'était la seule fille de la promo. Ouais. Est-ce que du coup, quand on est dans hors parcours académique, il y a plus de diversité, il y a plus d'inclusion? Ah, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que quand je suis entrée du coup chez Holberton et que j'ai vu la cohorte avec laquelle j'étais, j'ai juste regardé autour de moi et je me suis tout de suite dit, c'est dingue, c'est l'endroit le plus diversifié en termes de personnes dans lequel j'ai été de ma vie, quoi. Et ça, c'est sur tout type de diversité, en plus, diversité ethnique, de genre, d'âge aussi. Enfin, il y avait un mec, par exemple, qui avait, je sais pas, 45 ans, bien tassé, et qui était en reconversion. C'est-à-dire qu'il était vigneron avant. Donc vraiment rien à voir. Il avait eu toute une vie avant lui. Et là, il se remet dans les études, machin. Et à côté de ça, tu avais la petite qui sort du lycée, qui a 17 ans, 18 ans, non, parce qu'il faut avoir 18 ans pour commencer à Holberton, et qui fait vraiment ça comme ses études en mode parcours classique, mais juste en allant à Holberton, qui n'est en fait pas un parcours classique. Donc, Est-ce que Holberton, c'est couleur San Francisco, ou est-ce que tu penses que c'est le cas dans la majorité des... Est-ce que c'est San Francisco qui fait ça, ou est-ce que c'est le fait que ce soit une formation secondaire qui fait ça? bah alors, je pense que Secondaire par rapport initial, tu vois. Ouais, bah, je pense que déjà, avoir ouvert à San Francisco, c'était judicieux, étant une ville de tech et aussi une ville qui est très versée dans la diversité et l'inclusion. Donc, pour un programme comme ça, c'était évident que ça allait marcher à San Francisco, je pense. Mais vu tous les campus qu'ils ont ouverts depuis, partout dans le monde, mais genre vraiment partout, donc que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, je crois au Moyen-Orient même, en fait, ça marche. Enfin, les gens veulent des programmes différents. Ils veulent des programmes qui sortent des sentiers battus, parce que ils rentrent pas forcément dans des cases, et ils aiment bien avoir quelque chose qui leur est proposé, qui leur permette de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout en ne rentrant pas dans les cases habituelles. Ça, c'est un sujet aussi, parce que dans la formation, parce que ce que tu m'as dit, c'est que là, quand même, tu avais bien aimé l'algo dans la partie formation, mais est-ce que les mathématiques, tu avais déjà des affinités avec, ou est-ce qu'on peut développer une affinité avec l'algo sans développer une affinité avec les mathématiques, tu vois? Alors, moi, je te dirais même que les maths, ça a rien à voir avec le métier de développeur. Enfin, en tout cas, une bonne partie du métier de développeur. Évidemment, si tu vas sur le machine learning et tout ça, bah oui, il faut faire de l'algèbre linéaire, donc des maths, donc c'est tout de suite plus scientifique. Mais pour ce qui est du dev, donc dev web en tout cas en ce qui me concerne, et sûrement mobile, même si je suis pas dedans, c'est plus, enfin, je pense que ça ressemble plus à de la traduction que à des maths en fait. Et pour moi, je fais zéro maths, j'ai pas d'affinité avec les maths et j'en ai jamais eu. Je me suis jamais considérée comme une personne plus scientifique que ça, mais j'étais très bonne en langue, toujours. Et en fait, je trouve que le fait d'être bonne en langue, ça m'a vachement aidé aussi à apprendre à coder, en fait, parce que c'est tout simplement retranscrire du langage humain en langage machine, quoi.
Je cherche à comprendre le parallèle entre les langues. Est-ce que c'est aussi un muscle empathique que tu travailles quand tu travailles les langues? T'apprends à percevoir, ouais, t'apprends à comprendre des choses que tu comprends pas encore, c'est ça? T'apprends à comprendre des choses, oui, un peu de ça. Mais non, moi, ce qui m'a paru tout de suite quand j'ai appris à coder, c'était vraiment, surtout quand t'apprends, en fait, on te donne des instructions, on te dit, fais apparaître un carré rouge sur un fond bleu sur ta page web. Et bah, du coup, comment est-ce que faire apparaître un carré rouge sur un fond bleu, ça s'écrit, je sais pas, en JavaScript, en tout ce que tu veux, quoi. Ah Et ouais, non mais centrer quelque chose sur une page web, je sais toujours pas le faire, hein. Ouais, c'est la grande. Alors moi, j'ai la grande trinité du centrage sur une page web, c'est le display flex, Displayplex. Justify Content Center, Align Item Center. Ça, c'est la trinité qui marche presque à 100%. Ah, moi, j'ai pas appris le CSS moderne, j'ai appris le CSS avec Bootstrap, même avant Bootstrap. C'était le débat, est-ce que positionner en relative ou en absolute, c'est bien, tu vois. Ah ouais, Ok. ouais. jQuery, c'était bien à l'époque. Ouais. Du coup, c'est quoi la définition d'un développeur pour toi? Pour moi, un développeur, c'est quelqu'un qui assemble des choses ensemble à la façon d'un puzzle pour donner un résultat qui marche, qui est maintenable dans le temps et qui est efficace. Donc c'est voilà, c'est un mélange vraiment de challenge intellectuel, de puzzle, donc vraiment assemblage comme des Lego et d'efficacité. Donc quelle est la meilleure manière pour assembler ces Lego ensemble pour arriver au résultat voulu. Et ouais. Et c'est quelqu'un du coup qui sait communiquer aussi finalement parce que le développeur tout seul, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, le développeur dans une équipe avec d'autres développeurs et avec des project managers, avec des marketeurs, avec tout ça, c'est ce qui fait vraiment un produit en fait. Donc c'est aussi quelqu'un qui sait comprendre et surtout écouter autour de lui et à partir de ce qu'il a compris et de ce qu'il a écouté, faire ce qu'il a à faire, quoi. Alors, il y avait une idée de le puzzle. Est-ce que le puzzle, c'est la partie résoudre le problème ou assembler des solutions pour en faire une nouvelle? Ou découper un problème en sous-problèmes? C'est un peu de tout ça. Moi, je trouve que dans le dev, notamment web, de plus en plus, c'est surtout assembler des bouts de code qui existent déjà pour faire un nouveau truc. Souvent, on va jamais te demander de réécrire la roue, quoi, réinventer la roue, pardon, parce que ça a déjà été fait et justement, le but c'est d'être efficace, donc c'est aussi d'aller vite. Donc, tu vas pas refaire quelque chose qui a déjà été fait, mais quand même à la base de la base pour tout ce qui est architecture et tout, pour moi, c'est voilà effectivement découper un gros problème en plus petites parties pour commencer à faire les parties les unes après les autres, quoi. Et quand tu parles du résultat, tu dis qu'on veut créer quelque chose, un résultat à la fin. Le résultat, c'est quoi? C'est une expérience, c'est un système informatique, c'est une expérience pour des utilisateurs, c'est comment? Bah, après, ça dépend dans quel domaine t'es dev, mais pour moi, le résultat, ouais, ça peut être tout ça en fait. Ça peut être soit, je sais pas, un script qui te parse tel document, ça peut être un site internet, ça peut être avec du coup une expérience utilisateur enrichie et intéressante, ça peut être, je sais pas, un serveur avec une base de données particulièrement performante. Le résultat, ça peut être de la performance. Je pense, ouais. Enfin, Ouais. Parce que du coup, là, du coup, aujourd'hui, tu travailles chez Deezer et tu fais pas du front, tu fais du back. Alors, je fais un peu de front, mais effectivement, tu parlais de Bootstrap tout à l'heure. En fait, nous, on fait du front, mais pour que ce soit fonctionnel, quoi. On fait pas du front joli parce que je suis dans l'équipe tooling. Donc, on fait des outils qui sont internes à la boîte, donc qui n'arrivent absolument jamais jusqu'au client. Donc, c'est-à-dire que les clients, c'est les autres employés de la boîte. Donc, on s'en fiche un peu de faire des choses jolies et avoir une UI très très belle et tout. Par contre, on fait des choses fonctionnelles et performantes pour justement faire économiser du temps aux autres employés sur leur travail à eux. Donc c'est pour ça que je parlais de performance aussi. C'est ça, en fait, on automatise des choses pour les autres pour que eux ils soient plus performants. Du coup, le résultat, c'est quand les salariés ou les opérationnels chez Deezer, ils travaillent plus efficacement, ils ont un travail qui est moins pénible, tout ça en même temps.
Exactement. Si ça peut permettre, je sais pas, de sauver 1 heure dans la semaine à 5 personnes, bah déjà c'est un résultat satisfaisant pour nous, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour toi de communiquer, parce qu'il faut, il y a une partie formation, j'imagine, derrière. Quand tu déploies une fonctionnalité, il faut s'assurer que les gens ils la prennent en main correctement. Peut-être qu'il faut la retravailler parce qu'ils n'ont pas bien compris. Peut-être qu'elle n'était pas claire. Exactement, parce que surtout que on travaille vraiment avec tous les corps de métier chez Deezer. Donc c'est des gens plus ou moins techniques, des Mhm. gens qui savent plus ou moins se servir des outils et tout. Donc il va falloir qu'on fasse des guides utilisateurs assez béton pour que toutes les questions soient couvertes, et surtout de la veille pour répondre aux questions à l'utilisation, être disponible beaucoup pour accompagner du coup les utilisateurs de nos outils, et voilà, et documenter tout ce qu'on fait effectivement. Documenter tout ce que tu fais. Ouais, comment ça se passe ton quotidien? Est-ce que tu as un système de tickets ou est-ce que tu vas voir un utilisateur, tu t'assois à côté de lui, tu lui demandes comment tu peux l'aider? Est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient un email pour te dire est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus? Comment vous prenez des décisions? Comment tu fais des spécifications? Alors en général, c'est les gens qui viennent à nous. On est une petite équipe et on n'est pas forcément l'équipe la plus connue au sein de Deezer. Mhm. On fait un peu des trucs dans l'ombre, si j'ose dire, mais c'est très chouette parce que du coup, ça nous laisse une indépendance assez folle, et du coup, on peut travailler sur les technos qui nous font plaisir et tout. Enfin, Mhm. bref. Et du coup, les gens qui nous connaissent et qui savent à qui s'adresser pour leurs besoins et qui savent que c'est nous, nous envoient, viennent nous parler de tel ou tel besoin. Ils nous disent il y a ce process qui est vraiment extrêmement difficile pour nous parce que ça nous fait perdre tant de temps, parce que c'est un outil qui est trop vieux, ou parce qu'on doit faire telle et telle manip sur tel et tel document, telle et telle partie du site. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'automatiser? Et après, c'est nous qui allons faire une étude de voir si déjà ça va vraiment les aider, et si c'est la peine de le faire en fait. On Mhm. essaie toujours d'évaluer le temps que ça va nous prendre nous à faire versus le temps qu'eux Ouais. ils perdent à le faire. Et si on pense que c'est vraiment une high value, on va, du coup, on va faire des spécifications et créer un outil. Alors, il faut savoir qu'on a une architecture d'outils de base qui nous permet en fait de faire des outils à la volée assez rapidement. Et donc ça, c'est chouette parce qu'on peut répondre à des besoins assez rapidement et tout type de besoins. Alors, j'imagine c'est un design system, ça m'intéresse aussi, mais du coup, est-ce que c'est bien les devs qui écrivent les spécifications? C'est des devs dans ton équipe qui écrivent la roadmap? Alors, on a un project manager technique Ouais. qui, lui, pour le coup, est plus en contact avec ce qu'on appelle les stakeholders, qui va vraiment récolter tous les besoins dans le détail et nous faire nos petites stories. Évidemment, c'est une décision qu'on prend ensemble. C'est toute l'équipe qui décide si oui ou non, techniquement, déjà, c'est faisable, comment est-ce qu'on pourrait réaliser, par quelle technique, avec quelle technologie, et combien de temps ça nous prendrait. Est-ce qu'ils te Euh, proposent des maquettes ou des prototypes avant tu vois, au moment où vous construisez la feature, vous envisagez de la faire? C'est un moment où tu peux proposer des choses comme ça? Alors, en fait, non, je pense que la décision, elle se prend avant. C'est-à-dire que Ouais. on voit avec les personnes qui ont ce besoin-là précis, bon bah, si c'est un besoin qui est vraiment urgent, moins urgent, pas urgent, on a telle ou telle proposition pour vous. Est-ce que ça vous va, oui ou non? Et si ça leur va, à ce moment-là, on commence à développer le truc, quoi. Mais en général, on se lance pas dans un outil si on n'a pas vraiment de réponse en face, quoi. Ouais. Vous avez pas envie de coder un truc qui va pas être utilisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, on préfère qu'on nous fasse confiance sur le pourquoi du comment des choix qu'on fait en fait. Ouais. Si on se met à proposer et à dire bon bah voilà une maquette, voilà un truc, est-ce que ça vous va? Il y aura toujours un truc finalement qui ne va pas, et nous on préfère plutôt livrer vite, quitte à ce que ce soit pas parfait, et itérer ensuite pour les Ok. améliorations éventuelles. Ouais, je réfléchis. Ouais, effectivement, il tirait vite, livrait vite. C'est chouette. Et du coup, tu m'as dit que vous pouviez développer des produits logiciels, du logiciel web rapidement. Est-ce que c'est grâce au tooling? Est-ce que c'est un design system? Est-ce que c'est un UI kit que vous utilisez? Qu'est-ce qui vous permet d'aller vite? C'est un mélange de choses. Comme je disais, on a une sorte d'architecture type, une sorte de squelette Mhm. sur laquelle on s'appuie.
En général, on fait ça en Node, TypeScript et React en front. Et pour tout ce qui est Vous avez UI, un boilerplate? ouais, voilà, c'est ça. Et pour ce qui est UI, on utilise des librairies genre Ant, Bootstrap. Il y a une personne sur Twitter qui aime pas mes anglicismes et je vous propose de trouver le mot français pour boilerplate. Je ne le connais pas. Je le connais pas non plus. Surtout que moi, je suis vraiment la mauvaise personne à demander pour les anglicismes parce que j'en fais à l'appel. Mais On sera bien. excuse, j'ai habité à San Francisco, tu vois. Et alors du coup, pour fermer sur ton parcours, Ouais. parce que c'est bien, on a mélangé les parties, j'aime bien. Pour fermer sur ton parcours, à quel moment, en fait, comment ça se passe le process comment tu passes de Holberton à Deezer? Comment ça se passe le process de recrutement? Comment tu démarres la conversation de recrutement, etc. Yes. Alors, ce qui s'est passé, normalement, Holberton, c'est une école en 2 ans. Première année, 9 mois générale, où tu apprends vraiment toutes les bases je dirais pas de l'informatique, mais bon, de développeur, quoi. Et ensuite, tu as une deuxième année qui est 9 mois de spécialisation, mais à l'époque, on avait encore l'option de faire cette deuxième année en stage en entreprise et de valider la deuxième année comme ça, sachant que Holberton ne délivre pas de diplôme quoi qu'il arrive, donc quand on parle de valider, c'est vraiment juste dire j'ai fini l'école. Et du coup, à la fin de ma première année, je savais pas trop si je voulais faire la spécialisation ou un stage, même si j'avoue que l'idée du stage me tentait pas mal parce que j'avais très envie encore une fois, de mettre les mains dans le cambouis et de voir comment c'était dans la vraie vie, quoi. J'avais envie d'expérimenter et de voir si ce métier était vraiment fait pour moi ou pas. Et par chance, avant la fin de ma première année, il y a une publication pour un stage chez Deezer sur LinkedIn. Et Valentin était en relation avec un recruteur chez Deezer et il a vu le post et du coup il a commenté avec mon nom sous le post sur LinkedIn et je lui ai dit merci, je regarderai au moment où je me mettrai à chercher un stage, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque parce que j'avais pas encore fini ma première année. Et en fait c'est le recruteur en question qui m'a directement contacté. Il m'a dit j'ai vu ton nom sur la publication, j'ai regardé ton profil et tout, est-ce que tu penses que c'est un stage qui pourrait t'intéresser? Et du coup, moi, comme on est venu vers moi, évidemment, quoi, enfin, oui. Surtout que je savais que j'allais rentrer en France à l'époque. Donc, un stage à Paris chez Deezer, c'était juste parfait en termes d'organisation, quoi. C'était ce que je cherchais ou ce que j'allais me mettre à chercher après, en tout cas. Et du coup, j'ai fait le processus de recrutement. Bon, pour un stage, c'était pas non plus un processus de recrutement trop lourd. C'est-à-dire que j'ai eu des entretiens plus pour voir avec l'équipe quelle serait du coup ma mission, qu'est-ce que j'allais apprendre et comment j'allais être managée, tout ça. Et ensuite j'ai eu un petit entretien technique où j'ai pas eu besoin de coder, juste des questions de culture générale sur la tech. Par exemple, qu'est-ce que un package manager, qu'est-ce que le modèle MVC, Model View Controller, des petites questions en fait que des trucs que j'avais déjà appris à l'école. Donc ça s'est super bien passé. Et voilà, je suis arrivée chez Tooling en novembre 2019, dès que je suis rentrée de France, et pour mon stage de 6 mois. Et ensuite, je suis restée parce qu'il y a eu une ouverture de poste dans l'équipe. Donc, je suis restée. J'ai une question à ce niveau-là, parce que du coup, Guillaume Gria, le recruteur, on recommande d'aller le chercher sur LinkedIn si vous le connaissez pas, il est assez cool, faut le suivre. Est-ce que Deezer avait déjà l'habitude à l'époque de prendre des profils moins académiques, avait déjà plus de diversité dans son recrutement, ou alors est-ce que Guillaume a été hyper persuasif, ou alors est-ce que t'as dû faire un effort pour convaincre et obtenir la considération des pairs pendant le processus de recrutement? J'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à convaincre plus que ça vis-à-vis de mon parcours, parce qu'en fait, ils sont vraiment concentrés sur mes compétences. Ils ont regardé mon GitHub et les projets qu'on faisait à l'école. Donc vraiment, il y a eu aucune question sur et ton diplôme, il est où? C'était. Bon, après, je sais pas comment ça se passe dans les autres équipes, mais en tout cas dans mon équipe, la question s'est jamais posée. Et je pense que quand je regarde autour de moi chez Deezer, t'as quand même une certaine diversité, notamment dans tout ce qui est alternant et stagiaire, justement, parce qu'il faut aller les chercher jeunes, n'est-ce pas? Je trouve que il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, et la plupart des managers dev, des managers tech à qui je parle, ils ont envie de ça. Ils ont vraiment envie d'aller chercher des profils ailleurs, même si c'est pas facile, parce qu'il faut les trouver, et il y en a pas beaucoup. Mais vraiment, ils font l'effort d'aller chercher. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux candidats, ça, d'avoir des projets à montrer, de se concentrer sur ce que tu as réalisé, sur ce que tu as fait au cours du processus de recrutement?
Alors, c'est un conseil que je donne, même si je le suis pas forcément moi-même. Enfin, c'est-à-dire que, après être rentrée chez Deezer, j'ai un peu, enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et pas mal de travail, donc j'ai un peu, laissé mon GitHub, perso, dépérir, même si je m'y suis remise un petit peu récemment. Mais oui, effectivement, si vous avez des projets à montrer, il faut les mettre en avant. Et de toute manière, bon, ça va sonner très américain ce que je dis, mais il faut savoir se vendre, quoi. Donc, si vous avez des compétences, quelles qu'elles soient, même pas forcément techniques en fait, mais si vous avez un projet qui a une particularité parce que, je sais pas, vous avez fait une interface utilisateur particulièrement jolie parce que vous donnez un peu dans le design aussi, faut le montrer. Si vous avez fait une vidéo sur YouTube pour expliquer un truc, faut la montrer. Enfin, faut vraiment pas du tout avoir peur de se vendre, quoi. Hein. Enfin, ça, c'est c'est le marché du travail. Est-ce que le travail que tu as présenté à ce moment-là, genre, il était vraiment parfait? Enfin, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ont des projets, mais ils n'osent pas les montrer aux recruteurs parce que c'est pas le meilleur projet qu'ils aient fait, etc. Ils ont peur de la valeur perçue. Toi, t'as montré tes projets tels qu'ils étaient, et puis, Ah bah, c'est surtout que j'ai montré ce que j'avais, quoi. Enfin, ça faisait 7 mois que j'étais à l'école, donc ça faisait que 7 mois que je codais. Donc que 7 mois de projets à montrer et des projets pas forcément hyper intéressants parce que c'est des projets d'école avec des Mhm. technos très basiques, pas forcément les technos les plus, c'est pas forcément toutes les dernières technos super à la mode et tout, machin, mais c'est pas grave, en fait. Enfin, bon, déjà, c'était pour un stage, donc je savais que j'entrais là, pour, apprendre et que j'avais encore plein de choses à apprendre. Et du coup, le conseil que je peux donner aux jeunes candidats qui veulent être recrutés pour un stage, c'est de montrer votre envie d'apprendre justement et de montrer que bah, même si vos projets ils sont pas parfaits, vous avez l'intention d'apprendre telle et telle chose de ces projets-là et de dire ah bah tiens, si je devais refaire ce projet aujourd'hui-là, peut-être que j'utiliserais tel langage au lieu de celui que j'ai utilisé ou peut-être que j'implémenterais telle feature, ce genre Mhm. de choses. Montrer Tout le qu'on a projet. envie d'aller vers l'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu construis une histoire, et j'imagine que en fait, du coup, même quand tu le racontes au recruteur, tout ça, en fait, ça embarque l'interlocuteur que tu as en face de toi dans une histoire qui a envie d'avancer avec toi, j'imagine. Exactement. Ça, Ça c'est les hyper dur à engage. faire. Mm. Je réfléchis encore, hein, sur parce que souvent les candidats, en fait, je rencontre même tu vois des gens qui voudraient faire un stage chez nous, tu vois, qui me disent ben non mais en fait moi j'ai pas de compétences, je viens de faire un stage, c'est pour apprendre quoi. Ah, mais c'est pas vrai. Euh, Bah oui, c'est pas vrai. T'es venu chez Deezer pour concrétiser, et donc t'avais pas, du coup t'avais pas honte de dire bah je sais pas ça mais je sais ça et j'ai Exactement. envie d'apprendre ça. Ouais. Cette posture-là, comment tu l'as toujours eu? Comment tu l'as trouvé? Parce que c'est ça qui fait que ça a marché, mais est-ce que tu te rappelles le déclic où tu l'as eu, ça, où tu l'as Bah, trouvé? je pense qu'à Holberton, déjà, on est très professionnalisé, c'est-à-dire on a vraiment un module dans le programme sur la professionnalisation. On s'entraîne à faire des entretiens d'embauche entre nous et tout. On s'entraîne même, on fait des faux entretiens d'embauche pour des grandes entreprises genre Google, Facebook, tout ça. Et on rencontre pas mal de professionnels aussi du secteur qui nous donnent des conseils. Donc je pense que tout de suite on est dans le bain et tout de suite on a les bons conseils en fait. Et ça c'est vraiment ça qui est chouette aussi dans cette formation, en dehors de la formation technique. Parce que je pense qu'il y a des écoles où juste on se concentre sur la technique et sur vraiment la tech et pas forcément sur ce qu'il y a après. Alors que Alberton a vraiment pour but de nous emmener plus loin et de nous emmener à un travail. Donc je pense qu'on a déjà cette chance-là. Et je sais pas, aussi le fait d'avoir été dans un milieu complètement différent, je me dis, bon, bah, enfin, c'est pas parce que je suis toute nouvelle dans ce métier-là que je sais rien à rien et que je sais rien à la vie. Et j'ai peut-être d'autres choses à porter sur la table. Ouais, je comprends. Tu m'as dit qu'à Holberton, il y avait des tableaux blancs et que ça te manquait, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que les murs étaient faits de tableaux blancs, en tout cas au campus de San Francisco. Je sais pas comment c'est sur les autres campus, En mais fait, ouais. genre, il y a une photo stock de développeurs qui tourne beaucoup avec un développeur qui fait genre une espèce de gros diagramme sur un tableau blanc, tu vois. Ouais. Et je la trouve très américaine. Est-ce que c'est un cliché de dire que est-ce que le tableau blanc, c'est un cliché de développeur américain ou Ah bah, carrément. ouais. Carrément, c'est-à-dire que nous, comme je te disais, on s'entraînait pour faire des entretiens et il y avait toujours une partie au tableau blanc. C'est-à-dire que même mes amis qui sont restés aux États-Unis après l'école et qui ont passé des vrais entretiens m'ont dit, bah ouais, effectivement, il y a une partie du process de recrutement qui est au tableau blanc. C'est-à-dire qu'on te pose un problème. Alors ça me pose un peu problème, mais bon, c'est une méthode comme une autre. On te pose un problème qui n'a rien à voir avec la choucroute. Donc tu postules pour un poste de développeur et on va te demander tel algorithme, tu vois, de te démontrer tel algorithme.
donc c'est pas un truc que tu feras dans ton job, mais c'est juste vraiment pour voir ton processus de pensée en fait et pour voir comment tu mets les choses à plat. Ouais, on m'a posé des problèmes de graphe. C'est comme une mise en situation professionnelle, mais en fait, c'est un problème de graphe et comment tu le résoudrais avec du code. Voilà. Et à la fin, du coup, la personne qui faisait l'interview, elle m'a demandé quel algorithme j'avais utilisé, quelle était la performance, la complexité de l'algorithme pour voir si j'avais posé que est-ce que j'aurais pu en utiliser un autre qui est mieux. Ouais. Et sortir un Dijkstra, c'était déjà bien, tu vois. Ouais. Ce type de choses-là, on t'entraîne dès le début à Alberton? Ouais, ah bah de toute façon, on commence par le C, donc c'est que des algorithmes, c'est-à-dire qu'on réimplémente les librairies standards en C, donc tout ce qui sont fonctions de manipulation de chaînes de caractères et tout ça. On les réécrit nous-mêmes pour apprendre justement la logique algorithmique en fait, tout ce qui est les if, else, les loops, ce genre de choses. Et après, on va un petit peu plus loin, justement en faisant ces fausses interviews avec des vrais problèmes d'algorithme qu'il faut faire au tableau blanc et coder pour obtenir. Voilà. Bah, si ça te rassure, à l'université, on fait aussi genre les arbres rouge-noir. Voilà. Les en fait, et tout ça. Ouais, tri d'arbres, ça n'a aucun sens. J'ai jamais fait ça dans ma vie pro de trier des arbres ensuite. J'ai fait des graphes, de la logique de graphes, mais pas forcément de tri d'arbres. Et puis en plus, les arbres binaires, ça n'existe pas. Et du coup, toi, tu trouves c'est un défaut du process de recrutement, le fait qu'on ait ce tableau blanc? Non, je pense pas que ce soit un défaut. Je pense juste qu'il y a certaines entreprises qui se focalisent trop là-dessus. Et qui peuvent carrément éliminer des candidats à ce moment-là du recrutement s'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent. Alors que, effectivement, si c'est pas partie du métier, si c'est pas un truc qu'ils vont faire dans leur job au quotidien, je vois pas pourquoi tu éliminerais un candidat juste parce qu'il a pas su te ressortir l'algorithme avec des linked lists. Tu vois, pour moi, ça n'a pas trop de rapport. Je pense que ça peut aider à voir comment la personne organise sa pensée et c'est vachement bien. Mais j'ai l'impression que les process de recrutement, on te donne un truc à faire à la maison qui est beaucoup plus en mode cas pratique. Je sais pas, construis-moi une page qui affiche tel truc. Pour moi, ça a plus de sens. Mais après, bon, qui suis-je pour critiquer les processus de recrutement? Je pense que ça doit marcher pour certains trucs que tu cherches et pour d'autres, peut-être pas, je sais pas. C'est sûr que les 3/4 des développeurs JavaScript, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est une liste chaînée. Par contre, un développeur qui fait du Java, s'il sait qu'on utilise une linked list plutôt qu'un array list dans son implémentation, ça peut avoir un impact sur les performances et c'est non négligeable. Ouais, effectivement, ça dépend du job. C'est quoi le futur de l'IT? Qu'est-ce qui va révolutionner notre métier dans les 10 années à venir? Qu'est-ce qui va changer dans notre marché de l'emploi ou dans notre quotidien, dans notre métier? Est-ce que c'est un outil, une façon de travailler? En termes de façon de travailler, ce qui va changer, je pense, c'est vraiment la communication et je pense que ça a déjà énormément changé. Je pense qu'on est loin du cliché du développeur dans sa grotte qui parle à personne et c'est tant mieux et je pense qu'on va s'en éloigner de plus en plus et on va avoir des développeurs beaucoup plus souples et capable, et d'avoir plus de soft skills en fait. Et je pense même que ça va devenir quelque chose que les recruteurs vont demander et exiger des développeurs maintenant, pas juste des skills techniques, mais des skills, des compétences, en communication, des compétences humaines tout simplement. Et sinon, je sais pas trop, mais j'ai le sentiment que quand même le machine learning et l'intelligence artificielle de manière générale vont prendre de plus en plus de place et prennent de plus en plus de place. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a pas mal d'entre nous qui devront se reconvertir à un moment parce que je sais pas, il y aura trop de développeurs web. À mon avis, on n'en est pas encore là parce que la balance est encore inversée. Hein. Il y a toujours pas assez de développeurs par rapport au nombre de postes à pourvoir, mais je sais pas, peut-être que ça va se rééquilibrer avec de plus en plus de formations justement qui s'inventent tous les jours. La data science, c'est quelque chose que tu voudrais faire plus tard ou même de la data analyse, du machine learning, peu importe l'angle dans lequel tu le prends? Je suis pas fermée à l'idée, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le développement web et tant que je peux faire ça et évoluer là-dedans et que j'ai des choses à apprendre dans ce truc-là, ouais, peut-être après, dans 10-20 ans, une fois que j'aurai fait le tour de la question. Et encore, est-ce que tu as vraiment fait le tour de la question, sachant que tu as des nouvelles technologies qui apparaissent à droite à gauche tout le temps? Peut-être que je considérerais ça. Tu fais du web lourd, du coup? Du quoi? Tu fais du web lourd avec Angular, React ou Vue.js?
C'est quoi ton église? Alors, moi, je suis plus React. Alors, je sais qu'il y en a qui vont écouter ça et qui vont me détester. Mais non, en fait, j'ai commencé avec Vue Peu en importe la apprenant. réponse, il y avait des gens à la fin qui t'auraient détesté. Donc. C'est ça. Non, j'ai commencé avec Vue.js sur conseil d'un ami de Valentin qui est un développeur senior Vue.js et qui ne jure que par ça, et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait ça pour mon projet de fin d'études à l'école, et en fait c'est juste que chez Deezer on fait du React, donc je me suis mise à React et maintenant je fais du React. Mais voilà, moi je suis pas trop enfermée dans des carcans encore, je suis trop jeune pour ça. J'ai encore plein de choses à apprendre, donc je me laisse le temps de voir ce qui me plaît le plus, et puis après pourquoi pas être multidisciplinaire aussi, hein. Ouais, bah bien sûr. Mais en plus, si ça se trouve, on en reparle dans 2-3 ans et vu React Angular, on n'en parle plus, il y a 3 nouvelles choses à la place, quoi. Exactement. Est-ce que tu connais des développeurs qui sont dans des entreprises différentes de la tienne où tu aimerais bosser est-ce que tu as pu observer d'autres boîtes qui fonctionnent différemment et où tu te dis, ah, ça a l'air chouette? Alors, je sais que Deezer, c'est encore considéré comme une start-up, mais on ressent quand même l'esprit grosse boîte dans la mesure où on est très nombreux, beaucoup Mhm. d'équipes, beaucoup de gens, voilà. Donc pourquoi pas plus tard travailler dans une start-up, mais vraiment petite. Je vois Valentin, il fait presque que ça, des start-up petites, et ça l'éclate vraiment, donc ça a l'air d'être très sympa. Donc je me dis pourquoi pas essayer. Et sinon, à une époque, je me disais que j'avais envie de travailler dans une entreprise à mission et qu'il y ait une mission éthique derrière, et que vraiment le corps de métier soit Mhm. centré sur quelque chose, un sujet avec lequel je m'aligne et tout. Et en fait, en faisant ce métier-là, je me suis rendu compte que le corps de métier, finalement, c'était pas ce qui comptait le plus, parce que nous, on code des trucs, et bon, le corps de métier, tu vois, on n'est pas vraiment dedans, quoi. Nous, on fait la technique pour implémenter ce corps de métier-là. Donc, je suis moins convaincue par ça aujourd'hui. Je pense que si tu m'avais demandé il y a un an, c'est quoi ton entreprise rêvée, je t'aurais dit change.org ou Ecosia. Et Mhm. aujourd'hui, je me dis, bon, bah, en fait, oui, ça se trouve, elles ont des missions qui sont géniales, mais si ça se trouve, elles utilisent des technologies qui sont complètement pétées, et, enfin, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, mais ça se trouve, le job de développeur chez eux n'est pas intéressant. Donc, en fait, c'est plus une priorité pour moi. On ne te verra pas chez Total ou Air France, quoi. Non, je pense pas non plus. Ni chez Google, MBDA, ni Amazon. l'armement, c'est pas ton domaine, je crois. Non, pas trop. Non, en vrai, je comprends, il y a pas de souci. Il y a des gens qui, en fait, c'est. Et du coup, plutôt une petite boîte alors, où tu peux faire des choses from scratch, où on peut tester des choses nouvelles tous les jours. C'est Bah, c'est cet environnement-là. c'est déjà un peu le sentiment que j'ai dans l'équipe Tooling, hein. On est un peu une boîte à part dans Deezer. Encore une fois, on est très indépendant, on travaille pas du tout sur le produit, donc on n'a pas des bâtons dans les roues en termes de rapidité et de technologie et tout. On fait vraiment un peu ce qu'on veut, donc c'est chouette. Mais ouais, pourquoi pas dans le futur une petite boîte. Je suis ouverte aux possibilités. Qu'est-ce qui fait changer les développeurs de job d'après toi? Qu'est-ce qui déclenche soit qu'est-ce qui les attire à l'endroit où ils arrivent, soit qu'est-ce qui les fait partir de l'endroit où ils sont? Alors, ça dépend du type de développeur. Oui, question générale. Je, je pense qu'il y en a, ça va être clairement le salaire, parce que je pense qu'on est un peu excuse-moi du terme, on est un peu des princesses, on sait qu'on est très recherché, donc on peut négocier vraiment très durement pour notre salaire, et parfois tu as juste une meilleure offre ailleurs, donc tu y vas parce que c'est ce que tu veux. Mais dans d'autres cas, et je pense la majorité des cas, c'est plus la reconnaissance aussi. Je pense qu'il y a pas mal de développeurs qui font un travail de l'ombre et qui sont en cruel manque de reconnaissance parce que personne ne voit en fait ce qu'ils ont fait, et parce que c'est pas forcément tangible. Tu vas améliorer la performance d'un site, nous on va le voir tout de suite, mais peut-être que pour un œil non averti, ça se voit pas. Ou c'est un travail magique qui est fait et on se demande pas trop qui l'a fait, comment et quoi. Et voilà, je pense que ce manque de reconnaissance, ça peut mener ça, et un mauvais esprit d'équipe aussi. Une équipe avec qui tu t'entends pas bien, bah, ça peut pas marcher, quoi. Enfin, Tu t'entends bien avec ton équipe aujourd'hui? ouais. Carrément, ils sont trop cool. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, euh, pourquoi ils sont cool? Parce qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont chouettes? Pourquoi ça se passe bien en fait? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, quand je suis arrivée, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient hyper contents d'avoir quelqu'un qui était prête à apprendre et tout ça. Et du coup, ils m'ont vachement poussé aussi, tu vois. Ils m'ont vachement tiré vers le haut
mais avec bienveillance. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je me suis pas pris des RTFM toute la journée. C'était vraiment juste si je savais pas un truc, ils prenaient le temps de me l'expliquer ou ils me prenaient le temps de m'envoyer vers les bonnes documentations et tout. Et du coup, j'ai vraiment pu grandir en confiance en fait avec eux. Et c'est une équipe assez diverse en fait. Il y en a pas un qui se ressemble, même si je suis la seule femme. Enfin, les parcours sont très variés. Voilà, c'est très chouette. Et on a juste globalement une bonne entente parce qu'on est détendu, quoi. On n'est pas trop, on se prend pas trop la tête, on se prend pas trop au sérieux et on se prend pas pour des dieux, quoi. Enfin, on sait que notre travail au sein de Deezer a une importance relative. Parfois, on a certains projets qui sont vitaux pour d'autres personnes, d'autres projets qui passent un peu à la trappe, qui sont oubliés. Bon, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose, quoi. Dans l'enquête qu'on a lancée pour savoir ce qui rend les développeurs heureux en 2021, il y a vraiment beaucoup de feedback sur la bienveillance dans l'équipe. Est-ce que typiquement, du coup, moi j'essaie d'en apprendre plus sur la communication non violente. C'est des choses qui sont des choses que vous utilisez. Vous êtes familier avec ces notions-là? Alors, pour la communication non violente précisément, pas forcément, parce qu'il me semble que c'est un terme assez technique qui fait référence à une technique de communication très précise. Ouais. C'est Marshall Rosenberg, c'est ça? Je crois. Aucune Enfin, idée. j'ai lu un livre sur ça, il me semble que c'était ce mec-là qui l'avait théorisé. Mais oui, par contre, bienveillance, enfin, je sais pas, pour nous, c'est une évidence, quoi. Enfin, ça nous viendrait jamais à l'idée de prendre un autre membre de l'équipe de haut parce qu'il a mal fait un truc ou quoi. Ou... Il y a même aussi beaucoup de dérision, en fait, finalement, tu vois, c'est assez, j'ai pas envie de dire enfantin, mais effectivement, ouais, s'il y en a un qui fait une bêtise, bon, bah, on dédramatise en rigolant de la situation, tu vois, c'est pas, oh mon Dieu, tu vas te faire engueuler par le big boss, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas grave, bah, bon, voilà, tu as fauté, c'est pas grave, on va réparer l'erreur ensemble et puis on va aller de l'avant. En vrai, tu m'as trop donné envie de bosser dans ton équipe. Ah bah, viens, on n'a pas de poste ouvert, mais viens. Mais oui, j'imagine que vous avez des jobs ouverts sur le site de Deezer. Je sais que Jean-Marie était très content d'avoir fait un super site carrière avant de partir. Donc le site carrière de Deezer est très beau, je confirme. Ouais. Et aux personnes qui nous écoutent, répondez à l'enquête. On a besoin de données chiffrées. On veut avoir un échantillon significatif, c'est assez important. Tu m'as dit ce qui va changer dans le monde de l'IT d'après toi. Et qu'est-ce que toi, tu voudrais changer dans le monde de l'IT? Si tu as une baguette magique, qu'est-ce qu'on fait disparaître? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Alors, dans le monde de l'IT tel qu'il est là, je saurais pas te dire, mais moi, j'aimerais que justement on prenne les développeurs plus au sérieux. J'ai l'impression que dans certaines boîtes, t'as un peu la séparation entre voilà le métier et la technique. Et je pense qu'en 2021, c'est impossible de séparer les deux. Je pense que le métier devient de plus en plus la technique. Et quand un développeur vous dit c'est peut-être pas une mauvaise idée si on fait telle ou telle chose, écoutez-les. Au moins juste les écouter et essayer. Tu vois, peut-être qu'il y a des bonnes idées qui peuvent être amenées et pas juste dire non, non, mais toi, t'es juste un développeur, t'es là pour exécuter ce qu'on te dit de faire et tu n'as rien à dire, tu vois. Je pense La que technique, c'est le cœur de métier. voilà. Pourquoi c'est dur de changer de job, d'après toi? Bah, pour plein de raisons. Je pense que parfois tu peux être confortable aussi dans une position. Si il y a tous les avantages qui te suffisent pour vivre et plus, t'as aucune raison de partir. Si le job est facile entre guillemets aussi, malheureusement t'as aucune raison de partir parce que du coup tu sais faire ce que tu dois faire et du coup bah tu passes de moins en moins de temps à le faire, donc ton job est de moins en moins stressant. Donc peut y avoir un certain confort aussi. Mais après, ça peut être pour des raisons purement matérielles, hein, je pense. Enfin, je pense aux gens qui ont des familles et tout, qui peuvent pas forcément se permettre de quitter leur job par peur de pas en retrouver un derrière. Bon, après, dans le métier de dev, c'est pas forcément le cas parce que je pense qu'on trouve du job globalement facilement. Encore une fois, il y a de la demande. Mais je peux comprendre, ouais, cette peur de, bah, comme dans tous les métiers, hein, finalement, tu peux pas non plus lâcher ton job, la stabilité financière et matérielle du jour au lendemain, quoi. Dans l'enquête, il y a une personne qui a répondu que ce qui la rendait heureuse en ce moment, c'est le fait de pouvoir passer plus de temps avec sa femme. Donc c'est un développeur du coup. Mais qu'en même temps, s'il prenait un 4/5e, du coup, il gagnerait moins d'argent, tu vois. Ouais.
Et du coup, genre, il n'arrive pas à faire le dilemme. Je trouve que c'est intéressant. Si, on va finir et on va réussir à finir dans les temps. Si on doit retenir qu'un seul ingrédient du bonheur, selon Laura de Rohan, quel est ton ingrédient du bonheur? Un seul à choisir. Oui, alors là, c'est alors du bonheur en tant que dev. Bah, on en a déjà parlé, hein, mais la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance, c'est ce qui mène, bah, voilà, à une vraie inclusion dans l'équipe, quoi. Enfin, si t'es pas bienveillant avec les gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont différents de telle ou telle manière, parce qu'ils pensent pas comme toi, parce que ils ont pas les mêmes intérêts que toi, c'est mort. Enfin, je veux dire, il y a pas de l'équipe, elle peut se dilater, quoi, en fait. Moi, ce que je vois dans ta posture et ce qui m'étonne depuis le début de l'échange, et tu me diras ce que t'en penses, c'est j'ai l'impression que tu es satisfaite de tout ce que tu fais. Et tu es fière de tout ce que tu fais. Tu vois qu'il y a plein de nouvelles choses que tu n'as pas encore faites. Et j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme dans un jeu d'arcade. J'ai l'impression que tu finis un niveau, il y en a un nouveau après, et tu es contente à chaque fois que tu as fini un niveau, quoi. Tu pourrais recommencer les parties Tetris à l'infini, quoi. Est-ce que c'est cette sensation-là dans laquelle tu es aujourd'hui dans ta vie pro? Bah, carrément. Tu l'as très bien décrite. C'est exactement ça. Je sais que j'ai accompli des trucs dont je suis fière. Je sais qu'il reste d'autres choses à accomplir et je sais. Alors, c'est pas rose tous les jours, hein. Le syndrome de l'imposteur nous touche tous et toutes, malheureusement. Donc, il y a des jours où je me dis, oh là là, mais je suis vraiment nulle. J'ai telle et telle chose à apprendre et comment ça se fait que je ne sache toujours pas ce que c'est que ça? Non, je comprends pas. Mais oui, globalement, j'essaye de rester positive et de me dire, c'est pas grave, en fait, les choses vont arriver dans leur temps et je trouve que je suis quand même relativement rapide déjà aujourd'hui. Donc, faut pas trop que je m'inquiète non plus. Et je sais que j'ai tendance à me mettre la pression parfois, donc j'essaye de me calmer, de pas me mettre la pression et de me dire, ok, t'es allé vite jusqu'à maintenant, tu peux prendre ton temps, tu vois, chill. Ouais, il y a plein de choses que je sais pas encore, hein. Et même, tu Ouais, sais, par exemple, ce que je savais avant ne marche plus. Les applis Android, je saurais plus par quel bout les prendre aujourd'hui. c'est ça. Ah ouais, c'est un truc de fou, parce que ça change, et puis ouais, il y a toujours des choses à apprendre. Donc oui, apprendre, c'est notre métier, ça fait partie du métier. Ok, c'est cool. Ben, Exactement. merci beaucoup pour ce moment. Merci à C'était toi. très satisfaisant de te voir satisfaite de ta vie professionnelle. Yes. Je repars avec, je vais finir ma journée avec ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, il n'y a pas de fin à ce podcast, ça finit brutalement comme ça. Merci aux auditeurs. À bientôt.